Une odeur de brûlé émanait de l'ascenseur, comme si des câbles fondaient juste derrière la paroi métallique. En passant, une femme remarqua que le voyant du panneau clignotait, alors que l'écran de l'interphone ne fonctionnait plus depuis longtemps. La caméra au-dessus de l'ascenseur, en revanche, brillait d'un œil vert régulier, alors qu'elle était encore éteinte le matin même. Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne des Histoires du soir. Installez-vous confortablement, écrivez-nous pour nous dire d'où vous nous écoutez, et n'oubliez pas, plus vous observez attentivement le quotidien, plus il devient effrayant. Bonne écoute. Martha retira ses pantoufles sur le seuil et posa son sac de course par terre. L'appartement sentait le béton humide. Les voisins avaient encore coupé l'alimentation en eau. L'eau coulait par intermittence, le chauffage fonctionnait par à-coups. Son mari, Nikolai, était assis dans la cuisine en t-shirt, avec une bouteille de bière brune et une feuille de papier qui ressemblait à un vieux statut, cachet, signature, lignes irrégulières. Il a dit que désormais, tout serait selon les règles dans la maison, car c'est ainsi dans leur famille. Martha a pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle manifestation de son étrange passion pour l'ancien, mais elle a ensuite vu qu'il avait accroché la feuille au-dessus de la table comme une icône. Le texte s'intitulait « Statut domestique sur l'obéissance ». Le document énumérait les droits du chef de famille et les devoirs de l'épouse. Nikolai affirmait avoir trouvé ce document dans de vieilles archives et que son grand-père avait signé un document similaire lorsqu'il vivait au village. Les mots étaient archaïques. Toute désobéissance dans les affaires du maître entraîne une sanction. Au début, cela semblait ridicule. Puis, cela devint gênant. Quand il commença à se référer sérieusement à cette feuille, cela devint inquiétant. Elle ne contesta pas, mais prit des notes dans son carnet. Qui avait été témoin lorsqu'il avait affiché la lettre, ce qu'il avait dit. Elle pensait que cela passerait, comme ses autres excentricités, collectionner des clés héréditaires, raconter des histoires sur sa lignée familiale, sur sa pureté de sang. Mais la feuille n'a pas disparu. Au contraire, Nikolai a commencé à exiger qu'elle rende des comptes conformément au statut. Les premières semaines, Martha partait simplement travailler plus tôt et rentrait plus tard. Mais un soir, lorsqu'elle est rentrée après son service, elle a trouvé dans sa boîte aux lettres une petite enveloppe sans timbre ni adresse. À l'intérieur se trouvait une copie du même statut, imprimée sur une imprimante moderne, sans cachet, mais avec la mention « Approuvé ». Elle ne savait pas qui avait pu la glisser là. Dans le chat, les résidents discutaient de bizarreries similaires. Certains trouvaient sous leur porte des copies imprimées, des conseils au couple, d'autres des feuilles avec les commandements domestiques. Personne n'a avoué être l'auteur de ces messages. L'administrateur du chat a demandé de ne pas paniquer, attribuant tout cela à un farceur. Mais sous les fenêtres de l'immeuble se trouvait une vieille Niva avec ses feux de position allumés, et le moteur tournait même la nuit. C'est alors que Martha a appelé pour la première fois une connaissance, le père Pavel, de la paroisse locale. Il connaissait Nikolai depuis son enfance et avait baptisé son neveu. Elle lui a demandé s'il existait dans les archives de l'Église quelque chose comme des statuts domestiques. Le prêtre fut surpris, répondit qu'il n'existait rien de tel et promit de consulter les documents. Le lendemain, il appela pour dire qu'il n'avait rien trouvé de tel dans les archives municipales. Il proposa alors de se rencontrer, mais Nikolai empêcha sa femme de se rendre à l'église, déclarant que, selon les règles, c'est le mari qui décide où va sa femme. La voisine du 5e étage, Margarita Ivanovna, une retraitée, raconta qu'autrefois, Nikolai avait eu un conflit à cause d'une dette. Un parent accusait son père d'avoir falsifié des documents familiaux. Cela semblait insignifiant à Martha, jusqu'à ce qu'elle remarque que la signature sur le statut semblait être écrite de la même main que le nom de Nikolai dans son ancien passeport. Elle fit une copie de la feuille
et la montra à un ami greffier de l'administration, Sergueï, qui aidait les gens à remplir leurs plaintes et leurs déclarations. Il l'examina et dit que le document n'était enregistré nulle part et ne portait même pas de numéro d'enregistrement standard. Au verso, il y avait des traces de colle, comme si quelqu'un avait décollé un tampon étranger et en avait collé un nouveau. Il a proposé de vérifier discrètement l'authenticité du document. Martha a accepté, mais a demandé de ne pas appeler chez elle, car son mari surveillait son téléphone. Une semaine plus tard, Nikolai a commencé à dire qu'il y avait une trahison dans la maison. Il a retiré la caméra de surveillance de la cage d'escalier et l'a installée dans la chambre, expliquant qu'il voulait protéger la maison du mensonge. Depuis, Martha dormait mal. Parfois, au milieu de la nuit, elle entendait la caméra émettre un léger cliquetis, comme si elle prenait des photos. Parfois, elle se réveillait à cause de la lumière de l'écran. La caméra clignotait, même lorsqu'elle était éteinte. Elle a commencé à remarquer des détails qui se répétaient. Quelqu'un laissait de petites pièces sous le tapis près de l'ascenseur, comme s'il payait quelque chose. Une odeur de brûlé émanait du vide-ordures. Les autocollants sur les boîtes aux lettres ont commencé à changer. À la place des noms, des chiffres sont apparus, comme si les numéros des boîtes avaient été remplacés. Quand elle interrogea le concierge, celui-ci répondit qu'il ne savait rien, mais se plaignit ensuite que quelqu'un avait falsifié sa signature dans le registre des permanences. Un matin, Sergueï, le greffier, a appelé, inquiet. Le document dont il vérifiait la copie s'est avéré avoir été rédigé sur le modèle d'une ancienne société privée datant de l'époque des contrats familiaux pré-révolutionnaires, sans valeur juridique. Le cachet était faux. Mais le plus étrange, c'est que le formulaire était enregistré au nom d'une personne décédée 20 ans auparavant. Le soir même, on frappa à la porte de Martha. 2 hommes se tenaient derrière la porte, le frère de Nikolai et un voisin. Ils avaient apporté une bouteille et dirent qu'ils voulaient discuter amicalement. Elle entendit l'ascenseur vrombir en bas. Une odeur de brûlé se répandit à nouveau. Les hommes se comportaient calmement, mais disaient que, dans la famille, on n'a pas l'habitude de laver son linge sale en public. Martha comprit alors que la conversation ne porterait pas sur la paix. Elle se rendit dans la salle de bain et envoya discrètement un message à Sergueï et à son père Pavel. « Si je ne donne pas de nouvelles demain, vérifiez les archives et l'adresse. » Elle cacha ensuite son téléphone dans un bocal de céréales. Pendant la nuit, Nikolai a écrit quelque chose dans un cahier. De longues listes où chaque nom était suivi d'un montant. Le lendemain matin, la feuille avec les règles avait disparu, remplacée par une nouvelle, plus courte, dont le premier point était « L'obéissance ne nécessite aucune explication ». Elle comprit que tout allait mal et décida de passer à l'action. Trouver l'original du document qui, selon Sergueï, devait être conservé dans les archives sous le grenier de l'ancien bâtiment administratif. Ce jour-là, l'ascenseur s'est arrêté entre 2 étages. Dans l'obscurité, elle a entendu quelqu'un respirer derrière le mur. Puis, un léger cognement, comme si quelqu'un tapait avec un crayon sur la cabine. Lorsque la lumière s'est rallumée, une inscription griffonnée est apparue sur le mur. « Vérifie les signatures ». Martha est sortie et a continué à pied. Il neigeait dans la rue et de la vapeur s'échappait des voitures. Les archives sentaient le papier et la poussière. L'employé de garde lui a demandé son nom et a longuement feuilleté le registre. Dans l'un des dossiers, il y avait effectivement un document avec un titre similaire, mais il datait de l'année précédente et non du siècle dernier. Dans la colonne « Signataire », il y avait le nom de Nikolai et la signature de Sergueï, le greffier. Elle n'en crut pas ses yeux. Sergueï affirmait n'avoir rien signé, mais la signature était bien la sienne, exactement la même que celle figurant sur la déclaration qu'elle lui avait remise. Elle comprit alors que quelqu'un avait remplacé le formulaire. Et s'il avait participé par hasard, il était désormais impliqué dans la falsification. Elle prit une photo du document
et rangea son téléphone dans le pot de céréales. Le soir, lorsqu'elle rentra chez elle, elle constata que la caméra de la chambre avait été retirée et remplacée par une boîte contenant un disque dur. À l'intérieur se trouvaient une clé USB et un mot sans signature, à ouvrir dans le temple. La clé USB était cryptée, mais le père Pavel, qui l'a reçue le lendemain, a réussi à ouvrir les fichiers. Il y avait des copies de reçus, des enregistrements audio et même des photos prises par les caméras de surveillance. Tout cela prouvait que Nikolai faisait chanter ses voisins en leur envoyant des amendes statutaires, de faux avis au nom de la communauté. Lorsque ces informations ont été transmises au magistrat, tout s'est rapidement effondré. Nikolai a tenté de se faire passer pour la victime d'une intervention malveillante, mais les caméras dans l'entrée et les impressions des virements bancaires ont prouvé le contraire. Personne ne savait qui avait apporté la clé USB à Martha. Les enregistrements montraient un homme vêtu d'une vieille soutane, mais son visage était caché. Au matin, le code de l'interphone a été changé. Il n'y avait plus d'odeur de brûlé. Seule la caméra au-dessus de l'ascenseur clignotait toujours, bien que son alimentation ait été coupée. Martha resta longtemps debout près de la fenêtre. Des gens montaient les escaliers. Certains portaient un chat dans leurs bras, d'autres un dossier rempli de papiers. Le monde semblait calme, mais à l'intérieur d'elle-même régnait un silence semblable à des cendres. À ce moment-là, elle comprit que la justice venait parfois sans bruit, rendant simplement leur souffle à ceux qui avaient longtemps gardé le silence. Lorsque le bruit autour du statut commença à s'estomper, tout semblait enfin s'être calmé. Martha allait au travail, elle ne sursautait plus au bruit des pas dans l'escalier, même la lumière de l'ascenseur avait cessé de clignoter. Nikolai était parti temporairement chez son frère pour régler des affaires, et pour la première fois depuis des mois, la maison était calme. Seulement la nuit, lorsqu'elle mettait la bouilloire en route, elle entendait un léger craquement dans les radiateurs, comme si quelqu'un remuait lentement du métal à l'intérieur des murs. Le prêtre, le père Pavel, lui proposa de déposer une plainte afin que le tribunal reconnaisse officiellement la fausseté du statut. Martha hésita d'abord. Elle ne voulait pas revivre les explications et les interrogatoires. Mais après avoir retrouvé dans sa boîte aux lettres un document intitulé « Statut domestique sur la soumission de l'épouse », elle comprit que tout n'était pas encore terminé. Cette copie était différente. Elle portait une nouvelle signature, soignée, féminine. Elle était signée au nom du Conseil des bonnes maisons. Il n'y avait ni adresse ni cachet, mais le papier semblait neuf, avec une légère odeur de tonnerre et de mains étrangères. Elle se souvint de la clé USB que quelqu'un avait déposée cette nuit-là. Sur l'un des enregistrements, on apercevait la silhouette d'une femme, petite, vêtue d'un manteau sombre et d'une écharpe rouge. Elle déposait une enveloppe sous la porte de l'appartement de Nikolai. À l'époque, Martha n'y avait pas prêté attention, mais elle sentait maintenant que la piste menait là. Sergueï, le greffier, l'a aidé à remplir la déclaration. Il avait l'air fatigué. Après toute cette histoire, il avait été convoqué pour s'expliquer et risquait une sanction disciplinaire. Mais il n'a pas reculé, affirmant que ces papiers poussent comme des champignons et qu'il y a quelque part un imprimeur qui les imprime. Il remarqua que toutes les copies comportaient la même erreur. Au lieu du O dans le mot domovoi, il y avait une lettre latine, légèrement plus étroite que la normale. Cela signifiait que le modèle avait été tapé avec une vieille police non licenciée. On peut remonter à la source grâce à l'imprimante, dit-il. Martha a apporté des copies de toutes les lettres et une clé USB au magistrat. L'enquêteur a été surpris. Plusieurs affaires de ce type s'étaient accumulées. Toutes faisaient référence à de faux statuts et codes domestiques, comme si quelqu'un avait tenté d'introduire des règles privées pour justifier la violence et les dettes. La plupart des victimes étaient des femmes qui avaient peur de porter plainte. À ce stade, un homme dont personne ne s'attendait à entendre parler est entré en scène. Un jeune juriste du centre communautaire,
ancien étudiant du père Pavel, du nom d'Alexeï. Il s'est porté volontaire pour aider gratuitement, arguant que sa mère avait autrefois vécu selon des statuts similaires et était morte dans une maison où une seule personne décidait de tout. Il s'est chargé de rechercher la source des faux documents. Marthe le trouvait calme et presque invisible. Il parlait peu, écoutait attentivement, lui demandait souvent de se souvenir de détails. Quelle odeur avait le papier? Où elle le conservait? Qui avait vu la feuille avant les autres? Ces questions semblaient absurdes, jusqu'au jour où elle apporta le vieux cahier de Nikolai, celui-là même où il notait les amendes. Sur la dernière page, on pouvait voir un filigrane, le logo de l'imprimerie locale où Alexeï avait fait son stage. Il s'y rendit et apprit qu'il y avait effectivement eu une commande quelques mois auparavant. Des formulaires anciens, une police archaïque, une demande de vieillir le papier. Le client avait indiqué le nom Demidov, mais les documents mentionnaient un numéro de téléphone correspondant à celui du frère de Nikolai. Ce détail est devenu la première preuve tangible. Pendant ce temps, Martha remarquait de plus en plus souvent qu'on semblait l'observer. Son téléphone chauffait, même lorsqu'il n'était pas connecté au réseau. Parfois, la nuit, lorsqu'elle s'approchait de la fenêtre, elle pouvait voir l'écran lumineux d'un ordinateur portable dans les fenêtres sombres de la maison voisine. On aurait dit que quelqu'un prenait des notes. Elle en parla à Sergueï, qui apporta un petit détecteur radio et inspecta l'appartement, mais ne trouva rien. Ce n'est qu'à proximité de la caméra retirée du mur que l'appareil a émis un bip, comme s'il captait un signal. Sous le papier peint, il y avait un minuscule émetteur, dissimulé sous un morceau de plastique. Martha a compris que la surveillance était menée de l'intérieur depuis le début. Alexeï a insisté pour que cela soit ajouté au dossier. Il a supposé que l'émetteur avait pu être vendu avec la caméra sur Internet, ce qui permettrait alors d'identifier le fournisseur. Mais d'après le numéro de série, il s'est avéré que l'appareil avait été fabriqué artisanalement, sans enregistrement. Quelqu'un les assemblait à la main. La suite a été inattendue. Lorsque Alexeï a transmis le dossier au magistrat, une lettre du Conseil des maisons bienveillantes est arrivée, signée au nom de plusieurs habitants des maisons voisines. Ils exigeaient de ne pas s'immiscer dans les affaires privées des familles et de respecter les traditions ancestrales. La lettre était accompagnée de photocopies des statuts, tous identiques, mais avec des signatures différentes. Cela ressemblait à une tentative de pression. Mais c'est précisément grâce à cette lettre que l'affaire a été rendue publique. Les journalistes ont commencé à poser des questions et le parquet municipal a ordonné de vérifier les documents relatifs aux statuts familiaux. Le soir même, Nikolai est revenu, sans prévenir, avec une valise et des papiers à la main. Il avait l'air épuisé, disait que tout le monde avait mal compris, qu'il voulait seulement maintenir l'ordre. Martha ne savait pas si elle devait le croire, mais pendant la nuit, elle l'entendit murmurer au téléphone « Ils sont arrivés à la presse, il faut les arrêter ». Le lendemain matin, un incendie s'est déclaré dans la mairie. Un petit incendie, mais les archives ont été endommagées. C'est précisément l'armoire où se trouvaient les documents relatifs au statut domestique qui a brûlé. Les pompiers ont déclaré qu'il s'agissait d'un court-circuit. Mais Alexeï a montré des photos. Les traces provenaient d'un mélange inflammable et non d'un fil électrique. Quand cette fumée s'évanouissait toutes les tentatives d'expliquer pourquoi un simple bout de papier pouvait détruire une vie. Elle ne ressentait pas de la peur, mais une prise de conscience lasse. Le mal ne vient pas toujours avec un couteau, mais plus souvent avec une signature et la mention « approuvé ». Après l'incendie, Nikolai a disparu. Sa valise a été retrouvée dans le sous-sol de la maison, à côté d'une boîte vide qui contenait des documents. Sur le couvercle, il y avait une trace de suie et une empreinte de main. Les affaires n'ont pas été emportées. La police a laissé un procès-verbal et est partie. Martha essayait de reprendre une vie normale. Elle travaillait,
cuisinait, lavait les sols, et chaque jour, elle remarquait de nouveaux détails. La clé dans la serrure tournait plus difficilement, comme si quelqu'un essayait de la tourner de l'intérieur. Dans la cuisine, sous le placard, une ombre apparaissait, semblable au mouvement d'un fil, alors qu'il n'y avait pas de lumière à cet endroit. Et puis, cette odeur de brûlé, que l'on croyait oubliée depuis longtemps, revenait le soir, lorsqu'elle mettait la bouilloire en route. Un soir, Sergueï est venu la voir. Il était pâle, les mains tremblantes de fatigue. Il lui a dit qu'Alexei avait trouvé quelque chose d'étrange. Sur l'un des disques qui avaient survécu à l'incendie, il y avait une copie de sauvegarde de toutes les déclarations et lettres du Conseil des maisons bienveillantes. Dans la colonne Expéditeur figurait la même adresse électronique enregistrée au nom d'une femme du nom de Demidova. « Cela ne peut pas être une coïncidence », a-t-il déclaré. « Il semble que le frère de Nikolai n'ait pas agi seul. » Mais le plus étrange, c'est que lorsqu'Alexei a essayé d'accéder à ce compte, le système a demandé une confirmation depuis le téléphone qui avait été enregistré au nom de Nikolai lui-même. Cela signifiait que le conseil était une fiction créée au sein même de leur famille. Quelques jours plus tard, Alexei a appelé, tout excité. Il avait reçu une décision de justice reconnaissant provisoirement la nullité de tous les statuts domestiques de ce type. C'était la première réaction officielle, une victoire, même partielle. Martha avait juste envie de dormir. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit profondément. Mais elle se réveilla au milieu de la nuit, alertée par un léger bruissement de papier. Dans le couloir, près de la porte, se trouvait une enveloppe, sans nom, sans adresse de retour. À l'intérieur, seulement une feuille avec une courte phrase « Tu as enfreint les règles de la famille ». Elle serra le papier sans le rouvrir et le jeta à la poubelle. Le lendemain matin, l'enveloppe était de nouveau sous la porte. Le papier était le même, mais une ligne avait été ajoutée « Dernier avertissement ». Martha prit alors son téléphone, activa l'enregistrement et filma la porte. Lorsqu'elle rembobina, elle vit qu'à 3 heures précises du matin, quelqu'un se tenait devant la porte. La silhouette ne bougeait pas, ne frappait pas, elle se tenait simplement là, tenant la feuille dans sa main. 1 minute plus tard, elle disparut, mais le mouvement de l'ombre continuait sur le mur, comme si quelqu'un était encore dans le couloir. Sergueï, après avoir vu l'enregistrement, a dit que cela pouvait être le reflet de l'écran ou de la lumière du téléphone. Mais dans le reflet, on voit une croix sur une chaîne, exactement comme celle que portait le père Pavel. Le lendemain matin, Martha s'est rendue à l'église. Mais les portes étaient enfermées et une affiche indiquait « La paroisse est temporairement fermée pour des raisons techniques ». Une voisine a dit que le père Pavel était parti pour des raisons personnelles et n'était pas revenu. Alexei, quant à lui, poursuivait son travail. Il s'est avéré que la plupart des faux statuts étaient imprimés dans le sous-sol d'une vieille maison, où se trouvaient autrefois les archives de l'imprimerie paroissiale. Lorsqu'ils s'y sont rendus avec un mandat, ils ont découvert une table, une vieille imprimante et plusieurs dossiers portant la mention « Via le département spirituel ». Les papiers étaient à moitié vides, mais dans l'un d'eux, ils ont trouvé une liste de noms, tous ceux de femmes contre lesquelles les statuts domestiques avaient été utilisés. Martha en faisait partie. Le plus inquiétant, au bas de la liste figurait le nom « Pavel », signature illisible. Marthe se sentit mal. Elle comprit que la personne en qui elle avait confiance pouvait faire partie de ce réseau. Voyant son état, Alexei promit de mener l'affaire à son terme. Il parlait calmement, mais ses yeux étaient ceux de quelqu'un qui avait compris. Ce n'était plus une simple affaire, c'était un nœud qui enserrait tous les participants. Le soir, elle a reçu un appel. La voix était déformée, mais la phrase était claire. « Tu as signé ton arrêt de mort ». Elle a éteint son téléphone et l'a rangé dans l'armoire. À ce moment-là,
Un point vert a clignoté sur l'écran de la caméra connectée à la maison, le même qui bloquait auparavant l'ascenseur. Cette nuit-là, une odeur de brûlé se fit à nouveau sentir. Mais cette fois-ci, elle ne provenait pas de l'ascenseur, mais de sous la porte. Elle se précipita dans le couloir, mais il n'y avait ni fumée ni trace. Seulement, sur le sol, un petit jeton métallique gravé du chiffre 3. Elle n'avait jamais vu de jeton de ce genre. Le lendemain, Alexei annonça que le tribunal avait fixé la date de l'audience, 3 jours après son appel. Elle gardait le jeton dans sa poche comme un signe, comme si quelqu'un avait essayé de l'avertir. Lors de l'audience, elle était assise en face de Nikolai. Il restait silencieux. À côté de lui, son frère, ce même Demidov, affirmait que tout cela avait été fait pour préserver les valeurs familiales. Le juge écoutait en silence. Alexei présenta des preuves, des enregistrements, des faux documents, des reçus d'archives. Lorsqu'il mentionna le nom du prêtre, un murmure parcourut la salle. Il s'avéra que le père Pavel était venu en personne avec de nouveaux documents. Il semblait avoir vieilli, mais il était calme. Il déclara qu'il était prêt à témoigner. Il a expliqué que lorsqu'il a entendu parler pour la première fois du statut domestique, il a décidé de vérifier les anciennes archives et s'est rendu compte que quelqu'un avait utilisé sa signature pour enregistrer des documents fictifs. Pour mettre fin à cela, il avait pris contact avec ceux qui diffusaient les faux documents et avait tenté, sous couverture, de les démasquer. C'était lui qui avait glissé la clé USB à Martha. Il ne pouvait pas agir autrement sans se trahir. Cette confession a tout changé. Le tribunal a déclaré tous les statuts domestiques nuls et leur utilisation comme un abus de droit privé. L'expression « sanction pour violence sous couvert de tradition » est apparue pour la première fois dans la décision. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Martha est rentrée chez elle après l'audience, elle a vu que la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, tout était à sa place, sauf une chose. La feuille au-dessus de la table, le statut lui-même, avait disparu. À sa place, il y avait une feuille de papier vierge. Seulement, en bas, il y avait une empreinte de main dans la suie, familière à celle trouvée sur la valise de Nikolai. Elle passa son doigt sur la trace et sentit une vibration sous sa peau, comme si quelque chose s'était à nouveau mis en marche derrière le mur. La maison voisine était plongée dans l'obscurité, mais dans la fenêtre d'en face, elle aperçut un instant une écharpe rouge, celle que portait la femme sur la vidéo. Martha ferma les rideaux. Dans la rue, quelqu'un déclencha une alarme et le bruit s'éteignit. Elle savait que ce n'était pas fini. Tout ce qui était officiel, tout ce qui était légal, était terminé. Mais derrière lui restait un réseau de personnes convaincues que le papier est plus fort que l'homme. Elle prit le jeton, le posa sur le rebord de la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit apaisée. Car désormais, la peur était devenue tangible. On pouvait la voir, la noter, l'analyser, et donc, un jour, la vaincre définitivement. En bas, près de l'ascenseur, le voyant vert clignota à nouveau. Les dernières semaines s'écoulèrent comme après un incendie, dans le calme, mais avec une odeur de brûlé dans l'air. Martha ne parlait presque pas à ses voisins. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec pitié. La caméra sous le plafond de l'entrée ne clignotait plus, mais en tendant l'oreille, on pouvait entendre un léger bourdonnement à peine audible, comme si quelqu'un avait reconnecté l'alimentation. Elle essayait de ne pas y prêter attention. Alexei avait annoncé que Nikolai avait disparu après le procès. Il n'était ni à l'hôpital, ni au commissariat. Le frère de Midov avait été condamné à une peine avec sursis et à une amende, et l'imprimerie avait été fermée. Le père Pavel avait repris son service, mais il parlait peu, comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait partager avec des mots. Un soir, alors que Martha faisait la vaisselle, la sonnette retentit doucement, brièvement,
comme si quelqu'un avait accidentellement appuyé sur le bouton. Elle sortit dans le couloir, mais il n'y avait personne. Seule une enveloppe blanche gisait sur le sol. Pas de nom, pas de cachet, juste une légère odeur de fumée. À l'intérieur, pas de papier, mais une photo. Elle-même y figurait, endormie, photographiée comme d'en haut. En arrière-plan, on voyait le bord de la table et sa main avec le jeton. Elle regarda longuement la photo. La pièce devint étouffante. Ce n'était pas la peur qui l'empêchait de respirer, mais le sentiment que quelqu'un se croyait toujours en droit de disposer de sa tranquillité. 2 jours plus tard, Alexei appela, tout excité. On avait trouvé dans les archives un disque supplémentaire qui n'avait pas été endommagé par l'incendie. Il contenait des fichiers vidéo enregistrés par les caméras internes des maisons où les statuts étaient distribués. Et sur presque toutes les vidéos, on voyait la même femme, petite, avec un foulard rouge. Elle remettait des dossiers, laissait des lettres, parfois des enveloppes. Sur l'une des images, Alexei remarqua qu'elle remettait un document à Nikolai, et derrière elle, on voyait la silhouette d'un homme en soutane. Martha a eu froid. Pavel avait pourtant dit qu'il agissait seul. Elle se rendit à l'église. Les portes étaient ouvertes. L'intérieur était plongé dans la pénombre et empestait la cire. Le père Pavel se tenait devant l'autel, sans se retourner. Elle s'approcha. Sur la table devant lui se trouvait un épais dossier intitulé « Témoignage de paix familiale ». Il expliqua qu'il s'agissait des vestiges d'un ancien programme qu'il avait tenté de mettre en place avant tous ces événements. Un projet de réconciliation des couples qui utilisait des modèles de contrat. Lorsqu'il avait appris qu'ils avaient été dénaturés et transformés en instruments de pouvoir, il avait voulu tout détruire, mais quelqu'un l'avait devancé. La femme au foulard était son ancienne assistante qui avait décidé de rétablir l'ordre à sa manière. Elle s'appelait Anna Demidova. Ce nom la frappait comme un coup de poing. Martha s'est souvenue, sur la liste des faux statuts figurait « Conseil des bonnes maisons, D ». Pavel a admis qu'il avait essayé de protéger son assistante, espérant qu'elle changerait d'avis. Mais maintenant, elle avait disparu, et d'après les registres, c'était elle qui avait distribué les derniers documents. Le soir, Martha rentra chez elle et décida pour la première fois de vérifier elle-même les archives. Sur la clé USB qu'elle avait conservée, elle trouva un dossier caché. À l'intérieur, un fichier audio court de 6 secondes, une respiration et une phrase prononcée par une voix féminine. Ils ne comprennent pas que la maison est au-dessus de la loi. Cette phrase tournait dans sa tête lorsque la lumière s'est éteinte dans la maison. D'abord, le disjoncteur a sauté, puis les batteries ont sifflé. Dans le silence, elle a entendu des pas dans l'entrée. Un faible coup, puis un deuxième. Martha s'est approchée du Judas. Il n'y avait personne dehors. Mais en bas, près de l'ascenseur, le voyant vert a clignoté à nouveau. Elle savait que si elle restait, l'histoire ne s'arrêterait jamais. Elle rassembla ses papiers, son téléphone, son badge, et sortit dans la rue. La nuit était calme, mais dans les fenêtres de la maison voisine, une lumière clignotait, rangée après rangée, comme si quelqu'un marchait étage après étage. À l'intersection, Alexei la rattrapa. Il lui dit qu'il avait trouvé le dernier maillon. L'imprimerie où les statuts étaient imprimés appartenait à la même paroisse, mais était enregistrée au nom d'une tierce personne, Anna Demidova. Elle était décédée 3 ans auparavant. L'incendie des archives avait commencé précisément à la date de son décès. À ce moment-là, Martha comprit qu'il n'y avait pas de complot au sens habituel du terme dans le réseau. Ce n'était ni une secte ni une organisation. C'était une habitude, ancienne, héréditaire, transmise par le papier, la signature, l'habitude de se soumettre. Des gens convaincus que l'ordre pouvait être consolidé par un sceau. Elle se tenait sous un réverbère, et dans sa lumière, l'ombre du badge sur sa paume tremblait, comme sous l'effet de sa respiration. Alexei proposa d'aller jusqu'au bout.
déposer une demande d'indemnisation auprès du tribunal afin que ce précédent reste dans l'histoire. Elle accepta, mais posa une seule condition: ne plus jamais appeler cela une affaire. Quand elle rentra chez elle, l'ascenseur fonctionnait, sans odeur de brûlé, sans clignotement. Seulement, lorsque les portes se refermèrent, le relais émit un bref clic, comme si quelqu'un avait murmuré « Libre ». Plusieurs semaines passèrent. Martha riait à nouveau, faisait du pain, mettait des fleurs dans un vase. Mais dans la cuisine, entre les pages d'un vieux cahier, elle trouva quelque chose dont elle ne se souvenait pas. Un morceau de papier avec une empreinte de main et une ligne. Statut annulé. L'écriture était étrangère, mais régulière. Elle n'a pas jeté le bout de papier. Elle l'a simplement mis dans un cadre et l'a placé près de l'entrée. Non pas comme un souvenir, mais comme une preuve que la maison appartenait désormais à ceux qui respiraient librement. Et en bas, sous l'entrée, un vieux fil électrique se balançait dans le vent et tintait doucement, comme si quelque part au fond du mur subsistait le murmure électrique d'un monde ancien qui tentait de reprendre le pouvoir, mais qui l'avait finalement perdu. Et cette fois, la petite lumière verte ne clignotait plus.